Gaillard, bonjour. Vous êtes Bonjour. psychanalyste à Paris, membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse, AE en exercice. Vous avez accepté de répondre à une question en lien avec le thème de l'année 2021 de l'antenne clinique Brest-Quimper. Donc cette Oui. question, la voici. Lire un symptôme consiste, selon Jacques-Alain Miller, à le sevrer de sens. Au-delà du sens, qu'est-ce qui s'écrit dans le symptôme et comment le lire dans la clinique borroméenne et continuiste du dernier enseignement de Lacan? Bon, eh bien, c'est un vaste programme que votre question parce que, elle vise en fait, rien moins me semble-t-il, que l'ensemble du parcours analytique, de son tout début, de Sonoré, jusqu'à la fin de l'analyse, et à la passe même. Et en plus, il me semble que la façon dont, votre question est formulée, heu, fait qu'elle contient déjà en elle-même bien des éléments de réponse puisqu'elle fait valoir une thèse, celle proposée par, Jacques-Alain Miller. Alors avant de dire un mot, de ce que l'expérience analytique, m'a permis de saisir, à savoir comment le symptôme, à l'avoir sevré de sens justement, se rebrousse en symptôme qui lui n'est pas à lire, il me semble qu'il est quand même nécessaire de faire quelques détours, pour tenter de situer, d'éclairer un peu cette question du symptôme telle que, la psychanalyse, le conçoit. Parce qu'au départ, le symptôme, c'est quand même un terme plutôt médical. Il est pour la médecine, le signe et même le signal de quelque chose qui ne va pas, d'une maladie, d'un état qui relève d'un problème, d'un dysfonctionnement sous-jacent. Et d'ailleurs, heu, c'est tout d'abord un Freud médecin qui le prend comme point de départ, de son questionnement sur l'hystérie, par exemple. Quand il cherche au tout début de ses travaux comment différencier les paralysies organiques des paralysies hystériques, c'est quand même bien le Freud médecin qui est là aussi, présent. Mais c'est l'attention minutieuse de Freud aux détails des manifestations symptomatiques, à la forme du symptôme donc, qui lui permet, justement de les distinguer. On peut relever déjà sur ce petit rappel-là que, le symptôme qui est ainsi isolé, occupe une place toute spéciale de se trouver à l'intersection des mots et du corps. Bon, donc comme on le sait, Freud dégage cette nouvelle acception du symptôme en tant qu'il n'est plus seulement le signal d'autre chose, mais qu'il a en lui-même un sens qui peut être déchiffré, un sens inconscient, et donc qu'il peut disparaître éventuellement si on parvient à le déchiffrer de la bonne manière. C'est-à-dire qu'il n'est plus seulement ce qui signale l'existence d'une cause qui lui serait extérieure, comme en médecine, mais il inclut aussi, on pourrait dire, sa cause dans sa propre structure. Et l'analyste, lui, d'une certaine façon, dans le transfert, il se trouve aussi inclus dans le symptôme. Alors, si ce symptôme, c'est une métaphore, c'est-à-dire qu'il relève d'une substitution signifiante, alors l'interprétation devrait permettre, par une nouvelle opération de substitution, de rétablir le sens caché, qu'il recelait et puis partant, de le dissoudre, puisque éventuellement il ne servirait plus à grand chose à ce moment-là. On sait la référence que Freud fait au rébus, aux hiéroglyphes, mais que ce soit rébus, hiéroglyphes, ou même symptômes donc, pour lire quelque chose, pour le déchiffrer, bah, encore faut-il que ça soit écrit. Et c'est pourquoi, me semble-t-il, ça je pense que c'est vraiment un point important, la question du symptôme convoque tout aussi bien celle de la lecture que celle de l'écriture. Donc lire un symptôme, cela va être le lire entre parole et écriture. Bon, alors on sait bien que Freud s'est rendu compte assez rapidement que, le seul déchiffrage ne permet souvent pas de venir à bout du symptôme,
qui a quand même pour caractéristique principale d'insister, à la différence d'autres formations de l'inconscient, les rêves par exemple, les lapsus, les actes manqués, qui sont quand même des manifestations beaucoup plus fugaces. Le symptôme, lui, il dure. Et c'est même cette durée, cette récurrence qui, en général, le rend problématique pour le sujet qui s'en plaint. Le symptôme, je me disais qu'il a ce côté sparadrap du capitaine Haddock dont on n'arrive pas à se débarrasser. Et ainsi se fait jour que si c'est ce dont on se plaint, c'est aussi ce à quoi l'on tient et dont on ne veut pas se séparer, une satisfaction. Pour Freud, vous connaissez cette phrase très connue et reprise de Freud dans Inhibition, symptômes et angoisse. Pour Freud, il serait donc le signe et le substitut, dit-il, d'une satisfaction pulsionnelle qui n'a pas eu lieu. C'est par ce biais que le symptôme a trait à la répétition, la recherche de la satisfaction pulsionnelle, là où la pulsion est de toute façon une constante, mais passe aussi par les défilés de la répétition signifiante. Mais bon, pour avancer un petit peu, là, je faisais quelques rappels, quelques repères sur cette question du symptôme, mais à la fin de l'enseignement de Lacan, une nouvelle perspective se fait jour à partir du moment où, je reprends là une phrase de Jacques-Alain Miller dans l'un de ses cours, à partir du moment où le rond de ficelle vient à la place de l'usage à quoi Lacan mettait le signifiant. En formulant que le symptôme est événement de corps, ce que Lacan formule dans sa conférence Joyce le symptôme, c'est un autre type de répétition que Lacan nous conduit à repérer, celle de l'itération d'un signifiant tout seul, hors sens, et qui a été, on pourrait dire, cause d'une perturbation en ce que ce signifiant est venu marquer le corps, ce corps qu'on a et qui se jouit, marquer le corps et y laisser une trace ineffaçable de jouissance. On retrouve là d'ailleurs, je me faisais cette réflexion, quelque chose qui est proche de l'étymologie même du terme de symptôme. Ce qui survient avec un événement fortuit, une coïncidence. C'est vraiment l'étymologie du terme symptôme. Donc, c'est à partir de là que la question de la lecture du symptôme par le sevrage du sens, je n'oublie pas du tout votre question, prend, me semble-t-il, toute sa portée. Bien sûr, si la recherche de la signification de son symptôme a sous-tendu tout le travail de l'analysant, celui-ci découvre aussi peu à peu que ce sont toutes les significations qu'il a données à nombre d'éléments de son histoire qui ont fait le lit de sa souffrance. C'est avec elles, c'est avec ces significations qu'il a forgé symptômes et fantasmes dont la fonction tout à fait nécessaire est toujours de se défendre du réel, hors sens et hors loi. Alors, toutes ces constructions, elles sont d'une certaine façon à deux faces. Elles servent le sujet et elles le desservent aussi bien, car le pathos, la souffrance de chacun s'en nourrit. Sevrer de sens le symptôme, c'est donc arrêter de le nourrir de toutes les significations que l'analysant utilise, bien malgré lui, et tout avec lui tout autant, à des fins de jouissance délétères, car on jouit du sens. La jouissance se nourrit du jouissance, du sens joui. Et le sevrage, lui, est une opération de séparation.
bien ça, hein, quand on parle du sevrage d'un bébé, c'est une opération de séparation. C'est donc à se séparer des significations que peut se dégager la trace de jouissance à laquelle la forme du symptôme donnait enveloppe. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut les avoir parcourues en tous sens, toutes ces significations. Et il me semble que c'est cela, sevrer le symptôme de sens dans une analyse. C'est laisser se dérouler le temps qu'il faut toutes les significations échafaudées par l'analysant, que celles-ci se déplient, se déploient, formant peu à peu des cercles qui vont se resserrer autour du trou du hors-sens jusqu'à pouvoir le cerner. Et c'est alors que peut s'écrire le trait qui avait laissé une marque de jouissance dans le corps et qui itérait dans ce qui faisait symptôme, et que celui-ci devient symptôme. Là où le symptôme n'est plus exactement seulement un problème, où il n'est plus à lire, ni ce dont il s'agirait de se débarrasser. Au contraire, il est une solution unique, une modalité de nouage où s'écrit le plus singulier du sujet, et dont celui-ci peut alors avoir chance de faire un usage nouveau. Ça, c'est ce qu'on espère. C'est pour cela que le symptôme apparaît alors comme ce qu'il y a de plus réel pour le sujet. Alors, pour revenir à votre question qui demandait ce qui s'écrit dans le symptôme, il me semble que l'expérience d'une analyse conduit au-delà du déchiffrage du symptôme et donc de ce qui était écrit en effet. L'analyse conduit à découvrir comment le symptôme est en lui-même une écriture, à l'instar du nœud RSI, du nœud entre le réel, le symbolique et l'imaginaire. D'une certaine façon, il se réduit à un reste, une lettre, qui n'appartient cependant à aucun alphabet permettant de transcrire la parole, mais qui, de faire ainsi littoral entre le sens et le réel, en devient aussi le mode singulier de nouage propre à chacun. Voilà. Je pourrais très rapidement essayer de ramasser très vite, mais bon, sur cette immense question que vous posez. Eh bien, merci beaucoup, Sophie Gaillard, pour Merci votre à vous. réponse. Merci à vous.